Alors bonjour, nous sommes le club entreprise et bienvenue dans notre format d'interview avec un professionnel. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Rousseau. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, Christophe Rousseau, j'ai 58 ans, je suis directeur métropole des agences de Citia, donc ça veut dire quoi spécifiquement ? Ça veut dire que je suis directeur exécutif de cette agence-là, qui est l'agence du siège, parce qu'au-dessus de nous, il y a le siège de Citia France, qui s'appelle Arche, voilà. Et je supervise d'autres agences de tours, qui sont à Charleville et à Béranger, voilà. Donc on est 120 collaborateurs sur 5 métiers, voilà. D'accord. Pouvez-vous me décrire du coup en quoi consiste votre métier au quotidien ? Le métier d'agent immobilier, parce qu'on est avant tout des agents immobiliers, c'est hyper important de le dire. Ça veut dire que nous on travaille sur du patrimoine immobilier, on est là pour le louer, le vendre, le gérer, l'administrer, l'entretenir, le valoriser, voilà, avec différentes fonctions, différents métiers. Spécifiquement dans les agences Citia, on fait 5 métiers. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais c'est des métiers que vous connaissez certainement. On fait de la location, donc des propriétaires nous donnent leurs biens à louer, et donc nous on est en recherche de locataires, on met en place des locataires dedans. Peut-être que vous l'avez fait quand vous êtes étudiant, peut-être c'est un métier chez vos parents. Donc on cherche des locataires solvables. Donc on fait une grosse analyse de dossier, on met en place les locataires avec des états des lieux précis, et ensuite on administre la location le temps de la durée du bail. Pour ça, le deuxième métier, c'est la partie gérance. Donc les gestionnaires gèrent pour le compte d'un propriétaire leurs biens immobiliers. C'est-à-dire qu'on se substitue au propriétaire. Le propriétaire n'entend parler de rien, il ne sait pas qui est son locataire. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il y a un locataire qui lui paye des loyers, qu'à la fin du mois, il perçoit son loyer moins nos honoraires de gestion. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième métier, la gestion locative, donc qui est un corollaire du premier. Ensuite, on fait de la vente. Voilà. Donc là, c'est comme à la télé. Oui. De la vente, voilà. On vend des fois des villas un peu moins luxueuses. Mais on fait comme à la télé, c'est-à-dire qu'on cherche des biens et on vend les biens dans l'ancien. Alors, il y en a qui font dans le neuf aussi, mais nous, on ne fait pas de neuf, on fait que de l'ancien. Voilà. Donc on sort des équipes aussi importantes. Quatrième métier, on est syndic d'immeubles. Donc le syndic d'immeubles gère les parties communes des immeubles. Voilà, donc ce qu'on appelle le clos et le couvert, les entrées, les halls, toute la partie. Et la partie gestion locative gère les intérieurs des appartements. Voilà, donc c'est la différence. Donc on est syndic d'immeubles aussi, on en gère à Tours, on gère 600 immeubles. Donc on est plutôt des gros faiseurs aussi là-dessus. Voilà. Ça, c'est le quatrième métier. Et puis, le cinquième métier, on est assureur. On est assureur. Moi, je suis assureur. C'est-à-dire que dans chaque métier dont je vous ai parlé, il y a des assurances. Assurance multirisque immeuble sur les immeubles. Le locataire a une multirisque habitation pour assurer son logement, ses effets personnels, s'il met le feu, s'il y a un dégât des eaux, truc habituel. Les propriétaires ont des garanties de loyer impayés, c'est-à-dire si le locataire ne paye pas, il y a une assurance qui se substitue au propriétaire le temps qu'on recouvre le loyer, ou si ça se passe mal, que le locataire soit expulsé, voilà, ce qui est heureusement assez rare. Voilà, mais donc on a des produits d'assurance un peu partout. Donc on fait vraiment 5 métiers. 4 métiers traditionnels d'agent immobilier et le 5e d'assureur parce que c'est un corollaire, c'est un métier qui chapeaute un petit peu tout ça. Voilà. D'accord. Et quelles sont les compétences et qualifications requises pour réussir dans ce domaine ? Alors, les compétences et les qualifications. La première, c'est une question qui est tellement vaste. On est une entreprise normale, nous. On est une entreprise normale, on est des professions intellectuelles, mais on est une entreprise normale au sens du métier de service, c'est-à-dire comme le banquier, comme l'assureur, l'agent immobilier, on est des professions de service. Et dans le terme service, tout est dit. Donc les caractéristiques des gens qui travaillent chez nous, on essaie déjà qu'ils aient un haut niveau d'empathie auprès de leurs clients. C'est important. On fait du service, on vend de la prestation intellectuelle. C'est du savoir-être. Donc on fait très attention à ça. On aime bien avoir des collaborateurs qui soient attentifs à l'autre, à son client.
Voilà, ça c'est le premier sujet. On est des commerçants aussi. Donc nous, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour faire du chiffre d'affaires comme n'importe quel commerçant. Voilà. Donc on vend de la prestation, donc il faut avoir de l'empathie, il faut avoir aussi un côté commercial, ou commerçant, je préfère le terme commerçant, parce qu'on achète le stock, on revend, enfin c'est vraiment une fonction un peu particulière par rapport au commercial. C'est un métier qui est très technique, parce que c'est un métier qui parle de bâtiment, donc il faut avoir des compétences sur le bâtiment, quoi qu'on en dise, quel que soit le métier qu'on fait, si on ne sait pas ce que c'est qu'un radiateur, si on confond une chaudière électrique, une chaudière au fioul, pardon, et un radiateur électrique, c'est un peu moyen. C'est comme si vous disiez je vends une voiture et je ne sais pas ce que c'est qu'un volant, quoi. C'est un peu compliqué, voilà, on peut faire un peu ce parallèle. C'est un métier financier, parce qu'on brasse des chiffres. On brasse des chiffres. Plus ou moins, voilà, en comptabilité, on tient de la compta de copro, donc c'est très complexe, mais aussi on brasse des chiffres en location, en transaction, en gestion locative. C'est un métier juridique aussi, puisque tout est basé sur des cadres légaux. Voilà, on est encadré par des lois, la loi Hoguet, la loi Allure, la loi 65. Là, j'ai un problème avec un avocat parisien, on va s'amuser tous les deux. Donc c'est un métier juridique. Faut bosser. Je suis en train de chercher un peu. Faut bosser. Pourquoi ? Parce que nous, on est dans un environnement qui n'est pas très structuré en réalité. Quand je dis structuré, c'est-à-dire que si on prend le cadre légal du contrat de travail, les 35 heures, le machin et tout, nous, la vie, elle ne s'arrête pas à ça. Oui. Ce soir, je vais aller faire mes courses, ou pas, je sais pas, je vais acheter mon pain. En arrivant, je vais voir quelqu'un qui va voir que j'ai un pins Citia sur ma veste, il va me dire « Ah, vous travaillez chez Citia mon petit-fils, il cherche une location. » Bon, j'ai deux approches, je dis « Écoutez, il est 19h30, là, j'ai fini ma journée, au revoir. » Ou alors je dis « Écoutez, oui monsieur, avec grand plaisir, je vous donne ma carte, ou dites-moi qui c'est. Il habite juste à côté, je vais le voir ou je vais pas le voir. Oui. » Donc c'est un habit en réalité, c'est-à-dire que c'est presque une vocation, parce que l'immobilier, ça s'arrête jamais. Oui, c'est vrai que... C'est tout le temps. Oui. Donc on est dans un cadre qui est un peu différent et donc il faut le savoir ça. Voilà, voilà, il faut des compétences très très variées, il faut bosser, il faut être perspicace, il faut être un peu malin, il faut être ambitieux et puis il faut aimer les gens. Voilà. Ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Oui. Mais c'est des chouettes métiers. Il faut avoir une forte résistance au stress. Parce que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire que un truc qui se passe bien, un truc qui se passe moins bien, un truc qui se passe bien, un truc qui se passe moins bien. Voilà, faut être un petit peu... C'est dans la plupart des métiers de la gestion, généralement. Ouais. Et puis Mais nous, on est en première ligne quand même avec les clients. C'est-à-dire c'est vrai, que... Et on touche le secteur de l'immobilier. Et le secteur de l'immobilier, enfin, vous connaissez bien évidemment la pyramide de Maslow. Oui. Et voilà, se nourrir, se loger, se soigner, on est à la base de la pyramide de Maslow. Et on s'en rend bien compte quand on passe dans des phases difficiles comme celle qu'on vient de sortir du Covid, et on s'est bien rendu compte que les gens sont revenus sur les valeurs essentielles. Donc il y a forcément des sentiments assez exacerbés sur nos métiers. Donc il faut être un peu solide. Voilà. Oui. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre métier ? Les défis... Alors, en tant qu'agent immobilier, moi, mon défi, c'est ma concurrence. Ma concurrence, c'est le marché du particulier en direct. C'est-à-dire qu'en France, on est un des seuls pays au monde où on peut acheter et louer une maison de particulier à particulier. Comme acheter une voiture de particulier à particulier. Voilà. Parce qu'on a un système juridique derrière qui est suffisamment bordé pour dire que voilà, si jamais il y a un problème quand j'achète, derrière, après, je peux aller devant un juge pour défendre mes droits. Okay. Donc c'est pour ça qu'avec des plateformes comme Le Bon Coin, des choses comme ça, il y a une concurrence qui s'est installée et que des gens, pour éviter de payer des frais, entre guillemets, préfèrent acheter, louer, vendre en direct. Donc nous, c'est une concurrence, parce que c'est des gens qui se passent d'un service. Or, aujourd'hui, notre métier, parce que c'est comme tout métier de service, quand il n'est pas expliqué, il n'est pas perçu. Quand on demande à un client 1 000 € pour faire une location d'honoraires, c'est beaucoup d'argent. 10 000 pour faire une vente, c'est encore plus d'argent. Quelquefois, nous, les agents immobiliers, on n'explique pas bien ce qu'on fait derrière. On n'explique pas tout ce que ça représente comme travail,
les heures de travail qu'on a passées pour dégoter le petit bien parfait, pour le négocier à un bon prix. Voilà, les clients, quand il arrive, il dit « Ah bah oui, vous avez fait une visite avec moi, vous me prenez 10 000 €. » Mais non, monsieur, c'est parce que ce bien-là, ça fait 6 mois que je suis dessus. Maintenant, il arrive. Donc, si je ramène ça à toutes les heures que j'ai passées pour l'avoir, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Donc, notre principal défi, c'est ça, c'est d'expliquer aujourd'hui notre profession, pourquoi nos honoraires sont bâtis comme ça, pourquoi tout n'est pas simple et pourquoi la concurrence aujourd'hui du particulier à particulier est encore pour nous, de moins en moins, mais encore pour nous, un axe de bataille. C'est tout. Après, le reste, on n'a pas d'autres défis. On fait un beau métier, on a des gens qui veulent travailler avec nous, on fait un métier qui est plutôt sympa. Pas trop de soucis sur le reste. Oui. Pouvez-vous me parler de votre parcours scolaire et professionnel jusqu'à aujourd'hui? Vous êtes sûr? Tant pis, je le fais. Hein. Je redoutais cette question. Parce que je suis pas sûr que quand vous allez dire ça à vos parents, ils soient contents d'avoir entendu ce que vous allez entendre. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, je peux vous le dire. Alors moi, j'ai fait un bac E, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire un bac sciences de l'ingénieur. Voilà. C'est-à-dire spécialité maths physique et voilà. Après, je suis rentré en prépa, donc à maths sup, voilà, parce que je voulais être ingénieur. Puis je me suis rendu compte que je n'allais pas en faire mon métier parce que j'en avais un peu marre des maths et de la physique. Et donc j'ai à ce moment-là bifurqué sur mon projet de petit enfant qui était d'être prof de sport. Donc j'ai fait STAPS parce que je faisais beaucoup de sport. Voilà. Et donc j'ai fait ma formation de prof de sport. Et puis quand j'ai commencé à faire mes premiers stages en collège, je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire. Oui. J'avais un tempérament un petit peu trop bouillant et me retrouver à être prof avec 3 ballons dégonflés et puis un gymnase pas chauffé et la moitié des filles qui sont pas là parce que quand il y a piscine, elles ont tout un petit mot parce qu'elles veulent pas se montrer en milieu de bain. On connaît l'histoire par cœur. Quand on est enfant, on voit ça avec des yeux d'enfant et quand on est adulte, c'est plus la même musique, quoi. Voilà. Et donc je me suis vite rendu compte que j'allais patauger dans ce milieu qui n'était pas le mien en réalité, qui n'allait pas être le mien, même si moi je suis issu d'un milieu, tout ce qui est le plus simple, il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'allais vite m'embêter. Donc quand j'étais étudiant, je travaillais chez Decathlon en tant que cordeur de raquettes, parce que je faisais du sport et j'avais besoin de gagner un petit peu de sous à côté. Donc je travaillais chez Decathlon. Et puis le hasard de la vie, elle a dit tiens, pourquoi j'irais pas bosser chez Decathlon. Je suis rentré chez Decathlon, j'ai travaillé 10 ans chez Decathlon. J'y ai fait quand j'étais vendeur, quand j'étais étudiant comme vous, à 20 ans. Après j'ai été responsable de rayon, après j'ai été directeur adjoint, après j'ai été directeur de magasin. Le magasin de là-haut, c'est moi qui l'ai fait, celui de Tours-Nord, si vous êtes de Tours. Je sais pas, vous êtes de Tours. Donc le gros magasin à Tours-Nord, c'est moi qui ai acheté le terrain, qui l'ai fabriqué. Voilà. J'ai été directeur pendant 3 ans et ensuite j'ai été patron pour Decathlon de tous les sports de raquettes. C'est-à-dire que j'étais un spécialiste du sport de raquettes. Donc j'étais patron du tennis, du badminton, du squash et du paddle au niveau international, quoi. Voilà, c'était moi le boss de ça. Donc ça, j'ai fait ça 2 ans, super bien. Et puis ma petite voix dans la tête me disait il faut à un moment donné que tu montes ton entreprise. Parce que j'ai un peu l'âme d'un entrepreneur. Pour ça, j'ai pas voulu rester prof. Et que Decathlon m'a permis de me donner des moyens de réflexion, de formation importants. Et je me suis dit, je vais monter ma boîte et je me suis un peu renseigné sur les différentes choses que je voulais faire. Et le monde de l'immobilier, je vous parle de ça il y a 25 ans, c'était un monde qui m'attirait beaucoup. Voilà. Et donc j'ai rencontré des gens chez Century 21, donc une franchise que vous connaissez, une franchise forte, franchise américaine, qui avait réussi à mettre en place un univers très structuré. C'est-à-dire que l'agent immobilier, on l'imagine un peu en train de... on se dit, tiens, c'est quoi la journée d'un agent immobilier? Il passe sa journée au troquet, à boire des coups, des gens qui lui apportent des affaires, enfin ce côté un peu léger du métier, quoi. On regarde des fictions à la télé, on voit que des beaux immeubles, des beaux trucs, voilà, et tout. Pas du tout, c'est pas ça le métier d'agent immobilier. Le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus besogneux, il y a des taux de transformation, c'est un métier technique. Et quelqu'un qui réussit dans la durée, c'est quelqu'un qui est très structuré, avec de la prospection et tout ça. Et Century 21 a vraiment une méthode très bien structurée où, pour moi, ça se rapprochait de l'environnement de la grande distribution dans laquelle j'étais avant. C'est-à-dire que dans la grande distrie, on travaille beaucoup et on a des outils et on ne laisse pas trop de place au hasard. Voilà, et on a la quête de résultats.
et structurés dans le monde de l'immobilier, avaient réussi à structurer ça. Donc je me suis lancé avec eux, donc j'ai démissionné. Je suis parti de zéro, j'ai vendu ma maison, enfin un truc de fou. Et puis j'ai ouvert ma première agence à Tours, je suis revenu à Tours, on était à Lille, je suis revenu à Tours, et puis j'ai monté 1, 2, 3, 4 agences comme ça. Je les ai gardées 17 ans, et je les ai revendues à mes managers, et la dernière, je l'ai vendue à Monsieur Briand, mon patron d'aujourd'hui, il y a 8 ans. Et depuis 8 ans, je suis chez Citia, et je dirige la métropole, je fais de l'immobilier avec une autre échelle maintenant que ce que je faisais avant, mais voilà, donc c'est un parcours et à la fois de commerçant, comme je vous le disais tout à l'heure, en même temps, j'étais structuré intellectuellement plutôt comme un technicien scientifique, mais le commerce, le scientifique, l'énergie du sportif font qu'aujourd'hui, je vous reçois. Et c'est sympa. Voilà. Tout ça pour dire que finalement, une vie, ça se construit, ça se déconstruit, ça se reconstruit, et tout ce que vous faites, vous pourrez l'utiliser. Je ne sais pas trop comment, mais vous l'utilisez. Ouais. Ce qu'il faut, c'est un peu polyvalent. Et donc voilà mon parcours. Okay. Quels sont les aspects les plus et les moins gratifiants de votre domaine ? Les plus ou les moins ? Oui, gratifiants. Gratifiants ? Oui. Alors les plus gratifiants, c'est toujours les merci des clients quand on les loge ou quand on les sort de la panade. Ça, c'est un truc qui est toujours génial. C'est-à-dire que nous, comme je vous le disais, on est sur le bas de la pyramide de Maslow. Donc on est vraiment sur la notion vitale. Notre métier, quand on loge des gens, qui disent « Ah merci, grâce à vous, je suis bien, machin », c'est génial. Quand on aide des gens parce qu'il y a eu un décès, quand il y a un divorce, et que les gens nous remercient, alors qu'ils nous donnent de l'argent. Oui. Mais en plus, au-delà de ça, c'est un métier où on rentre dans l'intimité des gens quand même, parce qu'on va chez eux. Donc on parle de choses un peu plus intimes. Le vendeur de voitures, pour lequel j'ai le plus grand respect, qui fait un peu le même métier que le nôtre, ou l'assureur, il ne rentre pas dans l'intimité des gens comme ça. Nous, tout s'explique généralement assez vite. Et donc quand les gens disent merci, grâce à vous, j'ai réussi, vous m'avez sorti de la difficulté, machin, ça c'est génial. Franchement, pour moi, c'est le truc le plus gratifiant. Le côté le plus frustrant, c'est le même, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait, qui sont très durs avec nous, parce qu'ils pensent qu'on a un pouvoir de police, qu'on a un pouvoir de magicien, et qu'ils ont un niveau de tolérance qui est tellement proche de zéro, surtout maintenant, qu'ils nous pourrissent la tête, alors que nous, derrière, on bosse, et puis des fois, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Notamment sur la gestion locative ou le syndic, où quand deux clients, deux voisins ne peuvent pas se parler, qui nous appellent, ils nous disent le connard d'à côté, il a encore fait du bruit cette nuit, bougez-vous, faites quelque chose, c'est à vous de le faire. Non monsieur, nous on n'y est pour rien, si votre voisin fait du bruit, à quoi vous servez ? On sert à administrer l'immeuble, oui, mais on ne sert pas à administrer les gens qui vivent les uns à côté des autres, c'est pas notre job. Ou alors quand on a des clients à qui on fait une belle prestation et qui nous considèrent que c'est trop cher parce qu'ils n'ont pas compris le travail qu'on faisait, donc des fois c'est un peu frustrant ça. Mais c'est très peu par rapport au nombre de gens qui sont très contents de ce que l'on fait. Voilà. Okay. Très peu. Quelles sont les principales missions, activités dont vous avez la charge ? Moi personnellement ? Oui. Alors moi personnellement, en tant que dirigeant, responsabilité déjà. Moi je suis gérant. Donc gérant, ça veut dire que j'ai la responsabilité pénale des sites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire quoi la responsabilité pénale ? Ça veut dire que si j'ai un de mes collaborateurs là qui décide de prendre le chèque de Madame Michu de son loyer de 1 000 € et de se le foutre dans la poche, donc ça s'appelle du vol, du détournement de fonds, c'est Bibi qui est en prison. Parce que nous, on est en pénal. On fait des actes tous les jours, des actes, des baux, des compromis de vente, des convocations d'assemblée générale, des procès-verbaux d'assemblée générale, des actes de prélèvement financier pour les charges, donc on fait de la compta. Tout ça, c'est une responsabilité qui, au bout, in fine, m'incombe. C'est-à-dire que si mes collaborateurs, ils font des boulettes, ça peut arriver, mais surtout des choses un petit peu plus frauduleuses, là, j'ai cette responsabilité pénale. Deuxièmement, j'ai une responsabilité humaine.
de mes collaborateurs. Ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Nous, aujourd'hui, ici, ce cabinet-là, on est 40. C'est 40 familles. Donc, si ça se passe mal au boulot, ça se passe mal dans la maison, généralement. Donc, j'ai une responsabilité par rapport à eux pour qu'ils soient bien. Donc, dans le management, dans les outils de travail, dans le fait de se sentir bien au travail, le fait d'être bien considéré, motivé, mais pas fouetté. Enfin bon, voilà, donc j'ai cette responsabilité-là. Après, j'ai une autre responsabilité qui est celle du chef d'entreprise aussi, de faire tourner mon compte d'exploitation. C'est-à-dire que moi, je suis là pour faire gagner de l'argent à mon actionnaire. Pas le choix. C'est une entreprise. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui dépose le bilan. On n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans le social, on n'a pas derrière l'État qui vient en perfusion. Donc moi, je dois gagner de l'argent. Je dois gagner de l'argent pour faire vivre mon entreprise, pour payer mes collaborateurs, me payer moi aussi. Voilà. Donc, il y a des moments où il faut faire des choix qui ne sont pas toujours faciles à faire. Donc, voilà. C'était quoi la question de responsabilité ? Principale mission activité dont vous avez la charge. Voilà, donc ça c'était mes Mission. les missions, on va dire, et puis les activités, c'est d'animer mes équipes, soit directement, soit avec des relais, d'animer mes équipes au quotidien sur les différents métiers pour qu'il y ait de la performance, voilà, tout en ayant beaucoup de qualité en face. Parce que on peut faire de la performance, on peut faire du chiffre d'affaires, mais si on fait de la merde en termes de qualité, ça dure pas très longtemps. Oui. Jamais. C'est toujours le sens inverse. C'est d'abord on fait de la qualité et le chiffre d'affaires, il vient toujours. Donc de la qualité, donc moi je fais attention à la formation, je fais attention à l'intégration de mes collabs, je fais attention à leurs outils de travail, je fais attention à leur posture, au savoir-être, au savoir-faire. Donc ça fait vraiment partie de à l'aide vestimentaire, tout bête, mais aujourd'hui on a des métiers où on doit être beau. Bah oui, parce que les clients, il faut les respecter. Oui. Voilà. Moi, je viens pas bosser en tongs, même si j'adore les tongs. Je viens pas bosser en tongs. Et je fais en sorte d'être respectueux pour mes clients. Donc ça, c'est mon quotidien. Voilà. Et puis, on encourage quand c'est bien, on félicite, et puis de temps en temps, on sanctionne quand c'est pas bien. Donc voilà, il y a des moments qui sont des fois plus difficiles. Okay. Comment votre discipline évolue-t-elle avec les tendances actuelles et les avancées technologiques ? Alors, les avancées technologiques, c'est un vrai sujet, puisqu'on est à fond dans l'IA aujourd'hui, comme tout le monde. Donc, encore plus une entreprise comme la nôtre, parce que nous, aujourd'hui, dans l'environnement de Arche et de Citia, on est à la pointe de tout, parce qu'on a la chance d'avoir un dirigeant qui est extrêmement actif là-dessus. Donc, on a des outils, des logiciels, des progiciels dans le hard, dans le soft, dans l'IA. Aujourd'hui, on a de l'IA partout. Donc, c'est pour nous extraordinaire, c'est des outils facilitants. Ça ne va pas nous suppléer, surtout pas, parce que justement, il faut qu'on garde, nous, la relation à l'homme, à l'autre. Voilà, donc le vrai danger pour nous, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire que à quel moment on décide que la machine va nous suppléer. Notre plus gros concurrent français, vous trouverez qui c'est, vous le connaissez certainement, a fait le pari du tout numérique au détriment de l'homme. C'est géré par un fonds de pension. Ils veulent des résultats court terme. C'est une erreur stratégique. On en parlera dans 5 ans. Nous, notre entreprise, l'IA, les outils sont au service de l'homme, ils ne vont pas suppléer l'homme. Parce que nous, on a un métier éminemment humain, ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, les clients, ils rentrent dans mon bureau, ils rentrent ici, ils ont accès, ils viennent nous voir, ils nous serrent la main, ils nous disent « j'ai un problème avec mon robinet, on s'en occupe ». Voilà, parce que c'est la merde s'il n'y a plus de flotte dans l'appartement, quoi. Voilà, donc on s'en occupe. Et c'est pas un ordinateur qui va régler le truc en appuyant, en envoyant un plombier qui habite à Marseille pour venir à Tours. J'exagère un peu, mais vous comprenez, il faut un peu de bon sens dans tout ça. Donc les évolutions informatiques sont absolument fantastiques, indéniables et géniales, puisque de toute façon, on est un métier où tout doit être facilité pour que nous, on puisse avoir du temps à consacrer à nos clients, du bon temps. Et non pas refaire des tableurs Excel, refaire des trucs, des machins, alors qu'il faut que tout ça, ça soit intégré pour que nous, on puisse vraiment donner du temps à nos clients, avoir le temps de prospecter, avoir le temps de faire de la qualité de relation. Vous savez, il y a une chose qui est hyper importante à comprendre, c'est que nous, on est aussi des gestionnaires de patrimoine. En tant qu'agent immobilier, les gens, la plupart du temps, ils viennent nous voir, ils disent, voilà, j'ai hérité de la maison de ma maman, je voudrais que vous la louiez à quelqu'un, parce que ça va me faire des revenus complémentaires pour ma retraite.
Ok. Une maison, ou un appartement, c'est 150, 200, 250 000, 300 000 euros qu'on nous donne à gérer. Voilà. Avec un petit bout de contrat, mais au-delà de ça, c'est un pacte moral. Donc il faut vraiment avoir envie de bien le faire. Voilà. Et ça, c'est pas un ordi qui va le faire, parce que c'est la qualité de la relation qui va faire que ça va bien se faire ou pas. Donc voilà, mais comme on a des outils informatiques qui nous permettent de gagner du temps sur plein de tâches un peu inutiles, ce temps-là, nous, on va le consacrer à nos clients pour faire de la qualité. Donc ça, c'était la question. Redites-moi la question. Comment votre discipline évolue-t-elle avec les tendances actuelles et les avancées technologiques ? Oui, bah voilà, elle évolue. Alors elle évolue. On voit bien. Alors il y a dans le monde de l'immobilier, bien évidemment, il y a tout un tas de startups qui développent des trucs incroyables pour que l'humain n'ait quasiment plus à travailler, que tout soit automatisé, voilà et tout. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Parce que si vous connaissez pas Madame Michu qui habite au-dessus, si vous ne l'avez pas rencontrée, si vous n'avez pas pris le temps de passer un quart d'heure avec elle, le jour où elle va mettre en vente ou à louer son appartement, s'il n'y a pas la relation, c'est pas l'ordi qui se suppléera. Donc l'ordi doit venir, enfin l'ordi, les systèmes informatiques, l'intelligence artificielle va être à notre service pour être plus fort, plus précis, nous dégager plus de temps à nous, humains, pour pouvoir apporter une qualité de relation. Parce que nous sommes des agents immobiliers, des gestionnaires de patrimoine. Voilà, je mets beaucoup d'importance sur les mots. Comment voyez-vous l'avenir de ce métier dans les prochaines années ? C'est de la silo cet après-midi, c'est bien. L'avenir, il est forcément très très beau. Il est forcément très très beau parce que un et d'une, c'est un besoin vital de se loger. Donc de fait, voilà. Deuxièmement, on ne construit pas assez. En France, on a juste pas compris que fallait construire plus. Donc il y a plein de gens qui sont en difficulté. Il faut de plus en plus de logements. Pourquoi il faut de plus en plus de logements ? Parce que les gens vivent plus vieux. Les gens restent chez eux. Il y a de plus en plus de divorces. Quand il y a un divorce, de un couple, il en faut deux. Oui, donc il faut de plus en plus de logements. Donc on réduit. Donc il y a vraiment de l'interactivité. Et puis le logement, c'est le cœur de la vie. Je vous dis, le logement, la nourriture, voilà. Et nous, en tant qu'agent immobilier, si on est au cœur de la cité et si on explique bien notre métier, on est incontournable. On est incontournable. Donc c'est un métier sur lequel il y a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, on fait à peu près 60% des ventes, des locations, les pros, et le marché particulier fait à peu près 40-45% en direct. Donc si vous voulez, nous, en termes de prise de part de marché, on a devant nous un boulevard. Donc la vie est belle. Okay. Quel conseil donneriez-vous C'est dur à dire ça. Oui. À quelqu'un qui souhaite réussir dans ce métier ? Reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bosser, aimer les autres, se former tout le temps. Se former tout le temps. Avoir une certaine résistance au stress, parce que l'ascenseur émotionnel chez nous il existe. Il ne faut pas dire les choses. Il y a des fois des gens qui pensent que c'est cucu les petits oiseaux l'immobilier, des fois c'est extraordinaire et puis d'autres fois c'est plus dur. Voilà. Et puis avoir foi en soi et foi en sa capacité à c'est quasiment une mission ce métier. J'ai envie de dire, c'est quasiment un sacerdoce, c'est un peu comme un prof en réalité. Un prof, pour réussir, faut pas juste être bon dans la matière, il faut avoir envie de faire grandir les jeunes. Parce que ça se passe là, quoi, en réalité. Et nous, ça se passe là aussi, quoi. C'est pas juste, on vend pas des mètres carrés, on loue pas des mètres carrés. Non, on apporte un supplément d'âme à ça. Et si on donne ce sens-là, à partir du moment où on travaille dans le marché du particulier, je parle, bien évidemment, si on donne ce sens-là, quand on travaille dans des belles entreprises avec des outils de qualité, tout ça et tout, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Aucune. Okay. C'est même impossible. Du coup, c'est assez déjà répondu. Oui. Quelles sont vos conditions de travail ? Nos conditions de travail ? Ouais. C'est catastrophique. Regardez. Franchement, je sais pas, c'est affreux, quoi. Je veux dire, j'ai à peine de quoi manger, j'ai à peine de quoi boire, mon siège est très très dur. La lumière, je sais pas toujours, des fois j'ai des bougies. Voilà, il y a quelqu'un qui pédale pour que mon ordinateur fonctionne. Je n'ai pas besoin de répondre. Vous êtes arrivé chez nous. Nous, on fait en étant un peu. Là, je suis un peu sarcastique.
Mais nous, on fait très attention, et ça, c'est la volonté de notre président, M. Briand. Il veut que tous les gens qui travaillent dans l'environnement de Arches aient des conditions de travail parfaites. Parfaites. Parce que... et ça, on l'a démontré notamment pendant la phase Covid. Nous, on n'aime pas le télétravail. On n'aime pas le télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont fait le choix du télétravail et d'autres qui font le choix du non-télétravail. Et toutes les entreprises qui ont fait du télétravail, elles sont en train de revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que le télétravail, ça casse le lien social. Les gens sont chez eux, ils disent ah, c'est bien, au moins en télétravail, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de travailler en chaussettes, je travaille en chaussettes. Et puis petit à petit, ça isole les gens. Petit à petit, ça les isole sans qu'on s'en rende compte. Et on fait des gens très asociaux. Et les entreprises, elles sont plus performantes parce que comme les gens ne se parlent pas, il n'y a plus de valeur ajoutée. C'est pas quand on fait des calls ou des visios qu'on se parle. C'est pas vrai. Oui. Ça, c'est juste un fake. Nous, le visio, on en fait aussi beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de l'échange. Si vous avez fait une visio avec vous, on aurait fait les mêmes questions, je pense que ça n'aura pas eu la même substance. Moi, je suis content de vous voir. Je pense que vous êtes content de venir aussi ici. Oui. Ça n'a pas la même saveur. La question que vous venez me poser, les questions... À la rigueur, vous ne m'auriez même pas posé la question sur les conditions de travail. Si vous étiez ici. On est d'accord ? Voilà. Donc c'est super important. Nous, on est persuadés, on a un métier de relation, donc on veut faire en sorte de bien accueillir nos clients dans des bonnes conditions. On fait en sorte de bien accueillir nos collaborateurs dans de bonnes conditions. Le petit travail, on y passe du temps. Et si on veut être bon, il faut être dans de bonnes conditions de travail. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est aussi une demande maintenant de tout un chacun. Parce qu'on veut aussi que les collaborateurs soient bien à l'agence. S'ils ne sont pas bien à l'agence, ils vont chez eux ou ils changent de boîte. Et le turnover, ça coûte cher. Oui. Il faut lutter contre le turnover. Surtout dans la phase post-Covid où ça a été n'importe quoi, tout le monde était complètement perdu. Et là, on revient en arrière. Maintenant, les gens se disent « Ah, j'ai quand même de la chance. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je vais rester dans mon entreprise. » Finalement, c'est pas mal. La cantine est bonne. Et j'ai des conditions de travail qui sont bonnes. Oui. Voilà. Nous, on a beaucoup de chance. Nous, on est au top du top du top. Enfin, moi, je connais bien le monde professionnel. Notre entreprise ici, elle est au sommet. Enfin, vous iriez dans les étages voir le siège, les trucs, le rooftop, tout ça. C'est top, franchement. Avez-vous un rôle de manager envers vos équipes ? Qu'est-ce qu'un bon manager selon vous ? Qu'est-ce qu'un bon manager ? Oui, il est vraiment parti loin là. Oui. Un bon manager, c'est marrant cette question, j'en ai rêvé il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que c'est un sujet hyper intéressant ? Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui fait grandir ses collaborateurs. Je résumerai à ça. On a tous des collaborateurs qui ont des parcours de vie un peu différents, des niveaux initiaux un peu différents. Et un bon manager, je pense que c'est quelqu'un qui doit aller chercher le meilleur de chacun. Voilà, le faire grandir. On n'a pas des gens très nuls, on n'a pas des gens très bons. Naturellement. La vérité est toujours au milieu. Alors, il y a des nuls futurs bons, il y a des moins nuls futurs bons, il y a des bons futurs nuls. Voilà, parce qu'il y a aussi des qui se dégradent. Mais notre métier, c'est d'évoluer dans cette zone au milieu et de faire en sorte que tout le monde progresse. Voilà. Et je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui a cette capacité, cette sensibilité à repérer un talent, réel ou à venir, et de le faire grandir, alors plus ou moins vite en fonction. Voilà. Un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui sait sanctionner positivement ou négativement. Un bon manager, c'est quelqu'un qui fait grandir et tire une énergie forte des gens qui sont forts et qui se sépare des gens qui ne sont pas bons et qui sont des gens qui sont à l'envers de l'ADN de la maison. Voilà. Moi, j'ai 12% de turnover sur ma boutique cette année, ce qui est très faible, puisque dans la profession, on est plutôt sur 25%. Donc j'ai 12%, donc ça veut dire que sur 40, je me suis séparé de 4 personnes cette année. Une personne qui est partie d'elle-même et 3 dont je me suis séparé moi. Et pourtant, c'est des gens que j'aimais bien. Mais c'est des gens qui étaient plus en phase avec l'état d'esprit de l'entreprise et l'ADN de l'entreprise. Donc un manager, ça sanctionne. Donc ça fait grandir, ça applaudit, ça récompense, et puis de temps en temps, ça sanctionne. Et on doit être juste et loyal. Voilà. Un bon manager, je pense que c'est quelqu'un qui doit être juste. Si on n'est pas juste, ça craque un moment. Oui. Connaissez-vous l'IAE de Tours ? Si oui, pourquoi ? L'Institut d'administration des entreprises, de mémoire, ça voulait dire ça ? Je ne sais pas si ça veut dire encore la même chose aujourd'hui. Institution administrative et entreprise, je crois.
Je pense, Normalement. C'est même pas vous. Alors, comme ça, je peux pas me demander, c'est tranquille. C'était un piège. L'IAE Tour, spécifiquement, l'IAE Tour, oui, un peu, parce que ma femme en est diplômée. Elle a fait un DESS il y a quelques années de l'IAE Tour sur la partie gestion et administration des entreprises. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Et oui, un petit peu. Je connais comme tous les IAE. Je sais qu'aujourd'hui, oui, vous avez des filiales qui vous emmènent sur des profils généralistes avec des formations type école de commerce. Voilà. Et les quelques jeunes, parce que j'ai eu l'avantage d'avoir à peu près, je pense que je pourrais être votre papa. Donc moi j'ai mes enfants et les copains de mes enfants qui ont votre âge. Vous êtes quoi, 2003, 2004 vous dans ces eaux-là? 2005. 2004. Ouais, c'est ça. Voilà, donc les un petit peu plus âgés. Il y en a pas mal qui sont sortis de l'IAE, que ce soit de l'IAE Tours, de l'IAE Lille, Poitiers, et qui ont des postes aujourd'hui tout à fait respectables dans des entreprises, malgré leur jeune âge. Donc on peut considérer que la formation est de bonne qualité. Ouais. Il y en a d'autres après quoi? Ah oui, là. Avez-vous d'autres informations à nous communiquer? À la température, dehors il fait 14. J'ai, si vous voulez, en vitrine aussi l'horoscope. Non? Ça vous va pas? Non, ça ira. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les coordonnées le point GPS? Non, c'est une blague. Je sais pas, d'autres informations non. D'autres informations non. Si on redézoome un peu sur ce qu'on a dit, dans l'immobilier on fait carrière, c'est sûr. C'est un métier sur lequel il n'y a pas de limite, c'est sûr. C'est des métiers sur lesquels aussi on peut gagner de l'argent, c'est sûr, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais voilà, c'est des métiers où si on veut un job sympa, simple, on peut le faire. Si on est aussi très ambitieux et si on veut gagner de l'argent, c'est des métiers sur lesquels il n'y a pas de plafond, c'est assez intéressant. Pour ceux qui sont un peu centrés sur l'argent. Et c'est un métier dans lequel on peut faire tous les métiers. Tout à l'heure, vous me parliez des RH. Vous, c'était quoi? Ressources humaines. Sur les RH, pardon. Oui, Moi, c'était contrôleur de gestion. Contrôle de gestion. On a des contrôleurs de gestion, on a des ressources humaines, voilà. Donc c'est un environnement global. Voilà. On recrute tout le temps, on fait du contrôle de gestion tout le temps. Voilà, mais c'est un environnement spécifique. Quelquefois, on ne sait pas qu'on fait de l'immobilier, on fait des RH, ou on fait du contrôle de gestion. Donc c'est un environnement qui est plutôt extrêmement positif. Et quel que soit le monde économique dans lequel on vit, je dirais, nous, on ne sera jamais touché vraiment par la crise en réalité. C'est-à-dire que même si là, actuellement, on dit qu'il y a un peu moins de ventes, que le marché de l'immobilier s'arrête, c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, quand on ne peut pas acheter, on loue. Quand on a envie d'acheter, on arrête la location, on est moins cher. Quand on en a marre de la copro, on rachète une maison, moins cher. Quand on déménage, il faut bien se loger. Donc c'est tout le temps. Et ça concerne tout le monde. Donc c'est un environnement dans lequel on peut faire carrière et on peut faire plein de métiers différents. Voilà. Donc non, c'est chouette. Ok. C'est chouette. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.